en bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Au cours des derniers jours, l'Amérique a dit au revoir à plusieurs personnes remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous honorons leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'elles laissent derrière elles. Si l'une de leurs histoires vous a touché, veuillez laisser un j'aime pour aider à maintenir leur mémoire vivante. Merci d'être là. Commençons. Maintenant, Roberta Alexander, la soprano américaine dont la voix rayonnante et la profondeur émotionnelle ont captivé le public du monde entier, est décédée le 14 octobre 2025 à l'âge de 76 ans. Née à Indianapolis, Indiana en 1949, Alexander a commencé sa carrière professionnelle au début des années 1970. Sa percée est survenue avec l'Opéra des Pays-Bas où ses performances de Leno De Figaro et Don Giovanni ont été saluées par la critique. Elle a ensuite joué dans de nombreux opéras les plus importants au monde, notamment le Metropolitan Opera, la Scala et le Royal Opera House, apportant chaleur et sincérité à chaque rôle. Connue pour ses interprétations de Mozart, Strauss et Gershwin, Alexander était également admiré en tant que soliste de concert, se produisant avec de grands orchestres sous la direction de chefs d'orchestre tels que Bernard Hink, Ricardo Chailly et Simon Rattle. Ces enregistrements, notamment Porgy and Bess et Arius and Songs, restent des jalons de sa carrière artistique. En dehors de la scène, elle était une mentor dévouée aux jeunes chanteurs, soulignant souvent que le grand art ne résidait pas seulement dans la technique, mais aussi dans l'empathie et la sincérité. Elle a passé ses dernières années aux Pays-Bas où elle a continué à enseigner et à se produire occasionnellement. Roberta Alexander laisse derrière elle un héritage défini par l'élégance, une émotion authentique et la capacité de rendre la musique classique profonde et humaine. Souvenez-vous de son parcours remarquable. Commentez 76 son âge ou écrivez RIP Roberta Alexander pour vous souvenir d'une soprano dont le talent et la chaleur ne s'éteindront jamais. Miss Major Griffin Gracie, l'une des voix les plus influentes du mouvement américain des droits des transgenres, est décédée le 13 octobre 2025 à l'âge de 78 ans. Gardée sa mission vivante, née à Chicago en 1946, elle a atteint l'âge adulte à une époque où être transgenre signifiait vivre en marge, traquée par la police, rejetée par sa famille et effacée par les institutions. Elle a enduré la violence, l'emprisonnement et la discrimination, mais a transformé chaque expérience en une leçon d'endurance. Après le soulèvement de Stonewall en 1969, elle est devenue l'une des rares militantes à combiner la compassion avec le feu, rappelant au mouvement que la liberté n'avait aucun sens si elle n'incluait pas les plus vulnérables. En tant que fondatrice et dirigeante de longue date du Transgender Gender Variant Intersex Justice Project, elle a construit un réseau de soutien pour les personnes transgenres incarcérées, luttant pour un traitement équitable, un accès aux soins médicaux et la visibilité. Son histoire a atteint le monde entier grâce à Majour 2015, un documentaire qui a capturé son esprit, sa résilience et sa foi inébranlable dans la communauté. Elle a parlé non pas comme un symbole, mais comme une survivante, façonnant la conversation nationale sur le genre et la justice. Connue affectueusement sous le nom de Miss Major, elle incarnait la tendre détermination qui a défini une génération d'activistes. Son décès laisse derrière lui un appel à l'action pour protéger ceux pour qui elle s'est battue et pour aimer aussi férocement qu'elle l'a fait. Commentez 78, son âge ou écrivez RIP Miss Major pour continuer la mission qu'elle a fait le but de sa vie. Mike Greenwell, un vétéran voltigeur des Red Sox de Boston et un membre clé de l'équipe de la fin des années 1980 au début des années 1990, est décédé le 9 octobre 2025. Il avait 62 ans. Choisi au deuxième tour du repêchage de 1982, Greenwell a accédé aux ligues majeures en 1985 et est resté à Boston pendant toute sa carrière. Surnommé Gator, il est rapidement devenu un frappeur fiable et un excellent voltigeur gauche. Son apogée est survenu en 1988 lorsqu'il a frappé 3,25 avec 22 coups de circuit.
et 119 points marqués, ce qui lui a valu des honneurs de Silver Slugger et a terminé deuxième au scrutin du joueur par excellence de la Ligue. En 12 saisons, il a réussi plus de 1300 coups sûrs, une moyenne au bâton de 303 et a été nommé 2 fois All-American avant de prendre sa retraite en 1996. Né à Louisville, Kentucky en 1963, Greenwell a continué à jouer au baseball après sa retraite, dirigeant l'entreprise familiale et ouvrant plus tard un parc de sport motorisé en Floride. Ses amis et collègues se souviennent de lui comme d'un joueur constant et terre-à-terre. Un joueur qui vivait simplement mais qui inspirait toujours un respect durable. La carrière de Mike Greenwell est un chapitre de l'histoire des Red Sox et un rappel de la loyauté envers l'équipe. Ses contributions sont inscrites dans les livres de records de Boston, dans la fierté de sa famille et dans les souvenirs des fans qui ont suivi son parcours. Ceux qui souhaitent se souvenir de lui peuvent partager le numéro 39, le numéro de maillot qu'il portait à Fenway Park, ou écrire « RIP Mike Greenwell » pour commémorer sa vie et sa carrière. Penelope Milford, actrice américaine de théâtre et de cinéma acclamée, surtout connue pour sa performance nominée aux Oscars dans Coming Home en 1978, est décédée le 14 octobre 2025 à l'âge de 77 ans. Née à Saint-Louis, Missouri en 1948, Milford a commencé sa carrière au théâtre avant de déménager à New York, où elle a rapidement attiré l'attention pour son travail off-Broadway, notamment Long Time Coming et A Long Time Gone. Son interprétation sensible et profondément humaine de Vi Monson dans Coming Home, aux côtés de Jane Fonda et Jon Voight, lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice de soutien et lui a assuré une place parmi les actrices les plus prometteuses de son époque. Elle a ensuite joué dans Heaven's Gate, 1980, The Last Word, 1980, Take This Job and Shove It, 1981, et a joué des rôles d'invités dans des séries télévisées à travers les années 1980 et 1990. Bien qu'elle n'ait jamais recherché les projecteurs, Milford était admirée pour son dévouement à son art et la vérité émotionnelle qu'elle apportait à chaque performance. En dehors du cinéma, elle est restée active au théâtre, encadrant de jeunes artistes et soutenant des productions indépendantes. Ces dernières années ont été marquées par une résilience tranquille, des ateliers d'art dramatiques, une participation à des initiatives artistiques locales et une défense d'une plus grande reconnaissance des femmes dans le cinéma. Son héritage perdure à travers l'authenticité de son travail et son dévouement à l'art de la narration. Commenté 77, son âge, où écrivait RIP Penelope Milford, pour honorer une actrice dont la grâce, l'intégrité et le talent ont laissé une marque discrète mais durable sur le cinéma américain. Sandy Alomar Sr., ancien joueur de champ intérieur de la MLB, entraîneur vétéran et patriarche de l'une des familles les plus respectées du baseball, est décédé le 13 octobre 2025. Il avait 81 ans. Né le 19 octobre 1943 à Salinas, Porto Rico, Alomar a fait ses débuts dans les ligues majeures en 1964 avec les Braves de Milwaukee et a connu une carrière de 15 ans, notamment avec les Angels de Californie et les White Sox de Chicago. 2 fois étoile, il a acquis sa réputation grâce à une défense constante, un jeu intelligent et un professionnalisme qui lui ont valu l'admiration de ses coéquipiers et de ses rivaux. Après sa retraite en 1978, Alomar a entrepris une longue carrière d'entraîneur, contribuant son expertise aux Cubs, aux Mets et aux Indians. Connu pour son calme et sa profonde compréhension du jeu, il a aidé à former de nouvelles générations de joueurs, servant à la fois de mentor et de modèle. Le nom Alomar est devenu synonyme d'excellence au baseball, car ses fils, Sandy Jr. et Roberto, ont suivi ses traces pour devenir des vedettes à part entière. Sandy Alomar Sr. restera dans les mémoires comme un pionnier, un mentor et un homme de famille dont le dévouement de toute une vie au baseball a eu un impact durable sur des générations. Pour honorer sa mémoire, les fans peuvent écrire RIP Sandy Alomar Sr. ou commenter 4 en 1, un hommage à une vie définie par la dignité, le dévouement et l'amour du jeu.
Ian Freeburn Smith, un compositeur, arrangeur, chef d'orchestre et chanteur accompli, dont la carrière a jeté des ponts entre les mondes du cinéma, de la télévision et de la musique chorale, est décédé le 7 octobre 2025 à l'âge de 89 ans. Né à Seattle, Washington en 1936, Free Baron Smith a développé son art grâce à des études en informel à l'UCLA et au Los Angeles Conservatory of Music. Ses premières années ont été consacrées à se produire avec les Singers Unlimited, où il a perfectionné son oreille pour l'art harmonie vocale avant de se tourner vers l'arrangement pour les orchestres et les ensembles de studio. Au fil du temps, il est devenu l'un des musiciens les plus respectés des coulisses d'Hollywood, contribuant au son luxuriant du cinéma américain. Ses crédits cinématographiques incluent No Star is Born, 1976, The Muppet Movie, 1979 et The Main Event, 1979. Collaborateur avec des icônes de l'industrie telles que John Williams et Jerry Goldsmith, il a combiné la maîtrise technique avec l'intuition émotionnelle. En dehors du studio, il a partagé son expertise en tant que professeur et mentor, inspirant d'innombrables étudiants à rechercher l'excellence dans la composition et la direction d'orchestre. L'art de Free Baron Smith était subtil mais durable, façonnant la trame sonore de générations. Son travail nous rappelle que la plus grande beauté de la musique de film vient souvent de ceux qui laissent la musique et non le nom occuper le devant de la scène. Commenté 89, Son âge, où écrivait Ian Free Baron Smith pour rendre hommage au génie discret qui a aidé à définir le son d'Hollywood. Ed Williams, l'acteur et comédien surtout connu comme l'expert en laboratoire impassible Ted Olsen dans Police Squad et les films Naked Gun, est décédé le 2 octobre 2025 à Los Angeles. Il avait 98 ans. De sa percée tardive dans la vie dans Police Squad d'ABC, une série de courte durée, à la reprise du rôle d'Olsen dans les 3 films Naked Gun, Williams est devenu un favori culte pour son débit parfaitement sérieux au milieu d'absurdités croissantes. Il est également apparu dans Father of the Bride 1991 et d'autres rôles de personnages au cinéma et à la télévision. Né à San José, Californie en 1926, Williams a passé des décennies à enseigner la radiodiffusion et l'expression orale, notamment au Los Angeles City College, avant de passer devant la caméra, transformant une deuxième carrière en une vocation improbable. Ses crédits d'écran incluent The Giant of Thunder Mountain, 1931, Carnot sur 1933 et des apparitions dans des séries comme Lelo, en plus de son travail de signature dans l'univers de la comédie de Zucker, Abraham Zucker, qui a fait de ses segments de science simulée un favori des fans. Williams a continué à travailler par intermittence dans ces dernières années et est resté admiré pour avoir prouvé que le timing, la patience et l'artisanat pouvaient ouvrir des portes longtemps après les calendriers habituels d'Hollywood. Sa mort clôt un autre chapitre dans l'héritage de Naked Gun et de Police Squad, un rappel que le pouvoir de la comédie réside souvent dans le visage le plus calme. Commenté 98, Son âge, où écrivait Rip Ed Williams pour honorer un artiste dont le calme inébranlable a fait rire des générations. Ben Lewis, dont le souvenir est conservé par le public du monde entier pour sa présence scénique imposante et sa voix montante, est décédé le 6 octobre 2025 à l'âge de 48 ans. Né à Londres en 1977 et élevé à Sydney, Lewis a poursuivi une carrière dans le théâtre musical après avoir suivi une formation en performance classique et contemporaine. Son moment décisif est survenu en 2010 lorsqu'il a créé le rôle du fantôme dans Love Never Dies d'Andrew Lloyd Webber. La performance lui a valu une renommée internationale pour sa force vocale et son intensité émotionnelle. Il a ensuite repris le rôle du fantôme dans Le Fantôme de l'Opéra dans le West End où son interprétation du personnage est devenue l'une des plus admirées de sa génération. Sa carrière s'est étendue bien au-delà du fantôme. Lewis a joué des rôles principaux dans des productions telles que Eva, A Little Night Music, Candide et de nombreux concerts qui ont mis en valeur sa polyvalence dans tous les styles. Bien qu'il soit apparu occasionnellement au cinéma et à la télévision,
Son art était plus étroitement associé à la scène où sa voix et sa présence ont constamment captivé le public. En dehors de la scène, Lewis était marié à l'actrice et chanteuse Anna O'Hare. Le couple collaborait fréquemment et était considéré comme l'un des partenariats les plus admirés du théâtre, équilibrant les engagements professionnels et la vie de famille. La carrière de Ben Lewis a peut-être été écourtée, mais son héritage perdure dans la musique qu'il a donné vie et les rôles qu'il a aidé à définir. Laissez un hommage dans les commentaires. Écrivez RIP Ben Lewis ou commentez 48 son âge pour honorer un artiste dont l'art sera longtemps rappelé. Bobby Kane, une figure centrale du mouvement des droits civiques dont le courage tranquille a marqué un tournant dans l'éducation américaine, est décédé le 29 septembre 2025. Il avait 82 ans. Ken est né en 1943 à Clinton, Tennessee. En 1966, à seulement 18 ans, il est devenu le premier étudiant afro-américain à obtenir son diplôme d'une école secondaire publique entièrement blanche du Sud, financée par l'État. Sa réalisation est survenue après la décision Brown contre le Conseil de l'éducation et dans le contexte de protestations et de menaces qui ont secoué sa communauté. Malgré la violence et l'intimidation, Ken a maintenu le cap, déterminé à revendiquer le droit à l'éducation garanti par la loi. Son diplôme est devenu un jalon dont se souviennent les historiens comme l'un des premiers tests de déségrégation scolaire dans le Sud et un phare pour le mouvement national. Par la suite, il a servi dans l'armée américaine et a mené une vie modeste axée sur le travail, la foi et la famille. Bien qu'il n'ait pas recherché la célébrité, Ken a souvent partagé son histoire avec les jeunes générations, leur rappelant le prix du progrès et l'importance de la résilience. Bobby Kane laisse derrière lui un héritage de courage qui résonne bien au-delà de Clinton. Son histoire reste une partie de la fondation sur laquelle le progrès vers l'égalité a été construit. Écrivez RP Bobby Kane ou commentez 82 son âge pour honorer un homme dont la détermination a remodelé l'histoire de l'éducation américaine. Russell M. Nelson, le pionnier de la chirurgie cardiaque et chef religieux mondial qui a guidé des millions de personnes en tant que président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, est décédé le 27 septembre 2025 à l'âge de 100 ans. Au cours d'un siècle, Nelson a bâti un héritage à la fois dans la médecine et dans la foi. En tant que jeune médecin, il a aidé à développer la machine cœur-poumon qui a rendu possible la chirurgie à cœur ouvert et a ensuite effectué des milliers d'opérations qui ont sauvé des vies. Sa carrière médicale lui a valu une reconnaissance internationale pour ses compétences et sa compassion. En 1984, Nelson a été appelé au quorum des 12 apôtres, commençant 4 décennies de leadership dans l'Église. En 2018, à l'âge de 93 ans, il est devenu son 17e président, supervisant un effectif mondial de plus de 17 millions de membres. Son mandat a mis l'accent sur la foi, la famille et la sensibilisation humanitaire, et il est resté actif dans les voyages et l'enseignement jusqu'à un âge avancé. Né le 9 septembre 1924 à Salt Lake City, Utah, Nelson a concilié les responsabilités mondiales avec son dévouement à sa famille, élevant 10 enfants avec sa première épouse Doncel, puis se remariant plus tard avec Wendy Watson après le décès de Doncel. L'héritage de Russell M. Cohn Nelson réside dans les vies qu'il a guéries et la foi qu'il a renforcée. Son parcours d'un siècle témoigne du service, de la discipline et du dévouement. Prenez un moment pour honorer son parcours remarquable. Commentez sans son âge ou écrivez RIP Russell M. Nelson pour reconnaître un homme qui a consacré sa vie à la guérison des cœurs dans tous les sens du terme. Wendy Williams, l'architecte sans complexe de la candeur diurne, la femme qui a construit un trône à partir de potins et de courage et dont le nom est devenu synonyme d'honnêteté brute dans les médias américains. Pendant près de 3 décennies, elle n'était pas seulement une animatrice de talk-show. Elle était une force de la nature, un miroir reflétant le chaos, la comédie et les contradictions d'une nation accro au spectacle. The Wendy Williams Show n'était pas seulement un divertissement, c'était la confession, la confrontation et la communion tout en même temps. Sa voix perçante, non filtrée, électrisante,
a percé le bruit de la télévision polie et a redéfini ce que signifiait dire les choses koshinaemum, telles qu'elles sont des cabines de radio solitaires à l'éclat scintillant de la télévision de jour. Wendy Williams n'a pas gravi les échelons de la gloire, elle s'est frayé un chemin jusqu'à elle. Chaque rumeur qu'elle a disséquée, chaque larme qu'elle a versée à l'antenne a transformé la douleur en performance et la vulnérabilité en pouvoir. Pourtant, derrière l'éclat des perruques et du rire, sa vie a été marquée par de violentes tempêtes. Des fausses couches qui ont gravé le silence dans son âme, une trahison si profonde qu'elle a brisé non seulement un mariage, mais aussi sa foi en l'éternité. Et des maladies qui ont mené une guerre cruelle contre son corps, chaque diagnostic diminuant la flamme autrefois brillante d'une femme qui avait déjà mené trop de batailles, puis à 61 ans, elle se tient dans l'épave de la gloire, fragile, incomprise et faisant face au scénario le plus cruel que la vie puisse lui réserver. Perdre le contrôle de la voix qui régnait autrefois sur le monde, la résilience peut-elle survivre à la douleur même qui l'a construite ? Si le rire de Wendy a déjà illuminé vos après-midi, si son audace vous a déjà fait vous sentir moins seul, il est maintenant temps de lui envoyer de la force. Laissez un cœur, une lumière, un signe que le monde se souvient encore de la femme qui a osé parler quand le silence était plus sûr. Avant qu'il n'y ait la reine du jour, il n'y avait qu'une fille. Maladroite, agitée et impitoyablement jugée par les chiffres sur une balance de salle de bain, Wendy Joan Williams est née le 18 juillet 1964 à Asbury Park, New Jersey, la cadette de Thomas et Shirley Williams, deux éducateurs fiers qui exigeaient l'excellence aussi férocement qu'ils donnaient de l'amour. Mais pour Wendy, l'enfance n'a jamais été douce. La discipline a assombri chaque rire. Le perfectionnisme a étouffé chaque rêve. En 1970, lorsque les émeutes d'Asbury Park ont ravagé sa ville natale, la famille Williams s'est enfuie à Ocean Township, une banlieue plus calme et plus blanche où Wendy a appris une cruelle vérité tôt. Parfois, la sécurité signifie l'invisibilité. Entourée de visages qui ne lui ressemblaient pas et d'attentes qu'elle ne pouvait pas satisfaire, elle a grandi dans un silence qui piquait plus que les mots. Son refuge n'était pas dans les amis ou la famille, mais dans la fantaisie. Les ondes radio et les écrans de télévision où les voix des autres emplissaient le vide. C'est là que la légende a commencé. Une fille solitaire apprenant à transformer la douleur en présence, l'invisibilité en volume. Avant la gloire, avant les perruques, avant les gros titres, il n'y avait que Wendy, la fille qui a décidé que si le monde ne l'entendait pas, elle le ferait écouter. Au moment où Wendy a eu 12 ans, son corps était déjà devenu un procès public. Chaque repas et chaque interrogatoire, chaque regard un verdict. Ce qui aurait dû être un lieu de chaleur, la cuisine familiale, est devenu un tribunal de la honte. J'étais juste une enfant, se souviendrait-elle plus tard, mais il surveillait déjà chaque bouchée que je prenais. Chaque cuillerée était pesée non pas pour la nutrition, mais pour la culpabilité. Chaque once gagnée ressemblait à un échec moral. Pour la plupart des filles, les miroirs reflétaient l'espièglerie ou la fierté. Pour Wendy, ils reflétaient la punition. Son enfance n'a pas été passée à grandir, elle a été passée à se défendre contre le regard du monde. Les enseignants la trouvaient trop bruyante, trop impulsive, trop présente, comme si la luminosité elle-même était un défaut à corriger. Les médecins lui ont prescrit des pilules pour atténuer ses angles, comme si le fait de réduire au silence son énergie pouvait la rendre acceptable. Les pilules ne m'ont pas réparée, a-t-elle avoué plus tard. Elles m'ont juste rendue plus silencieuse. La médication a emprisonné ce qui la rendait vivante. Son rire s'est ralenti, sa curiosité s'est estompée et elle a appris à confondre le contrôle avec l'amour. Dans une maison qui prisait l'excellence, Wendy portait un deuil invisible. Le deuil d'être incomprise. Son enfance n'était pas faite de violence ou de pauvreté, mais de désapprobation constante, une cruauté plus subtile qui transpire à travers les éloges et les attentes. Elle n'était pas affamée ou battue, mais elle a été lentement effacée. Et pourtant, à l'intérieur de ce silence, quelque chose d'inébranlable a commencé à grandir. Les forces mêmes qui cherchaient à la dompter alimenteraient un jour son défi. La honte, le rejet, la faim, tout cela est devenu l'étincelle qui illuminerait un jour des millions d'écrans de télévision.
La douleur est devenue pouvoir, l'humiliation son héritage. La fille à qui on a dit de rétrécir a appris à se dilater jusqu'à ce qu'aucune pièce ne puisse la contenir. Elle n'a pas échappé au jugement, elle l'a armé. La première fois que Wendy Williams s'est assise sous la lueur rouge du signe de l'antenne, elle a compris que sa voix pouvait soit la racheter, soit la détruire. « C'est moi contre le silence », a-t-elle dit un jour. Et pour le reste de sa vie, cela resterait vrai. En 1986, fraîchement sortie de l'université Northeastern, elle a accepté son premier emploi à Sainte-Croix, aux îles Vierges. De loin, cela ressemblait au paradis. Des palmiers, de l'eau bleue, une jeune femme vivant son rêve. En réalité, c'était un exil déguisé. Le salaire était terriblement bas, les heures interminables et la solitude assourdissante. Elle lisait les bulletins météorologiques dans le hydroalcoolique dans le vide, sa seule compagnie, le bourdonnement statique de l'équipement défaillant, ayuyante. Après des mois d'épuisement, elle a démissionné, ruinée et incertaine de savoir si sa voix, celle qu'on lui avait dit être trop, avait une place dans le monde. Mais l'échec ne l'a pas tuée, il l'a clarifiée. De retour sur le continent, Wendy a recommencé, envoyant des bandes de démonstration à des stations de radio avec une voix tremblante. Chaque cassette portait son rythme cardiaque, une requête de plus pour être entendue. La plupart ont été ignorées, certaines ont été renvoyées non ouvertes. Pendant longtemps, a-t-elle dit, j'ai pensé que personne ne voulait ma voix, mais elle a continué. La radio, réalisa-t-elle, était la liberté, un espace où elle pouvait être bruyante, non filtrée, invisible, mais infinie. Et puis, en 1989, le silence s'est finalement brisé. Sa percée est survenue à Washington DC, puis à Philadelphie, où sa flamme a pris feu à Power 99 FM. Alors que d'autres jouaient la sécurité, Wendy a mis les ondes en flammes. Elle a transformé les potins en évangiles et la vulnérabilité en théâtre. Son segment de sujets chauds est devenu un phénomène culturel, brut, drôle, imprévisible, parfois brutal mais toujours vivant. Le public ne pouvait pas détourner le regard, la direction pouvait à peine la contrôler. Chaque diffusion était un pari, un seul mot de travers pouvait lui coûter tout. Mais elle avait déjà survécu à pire. En 1994, Wendy s'était frayé un chemin jusqu'à WBLS à New York, l'Everest de la radio. La ville était impitoyable, ses stations remplies de prédateurs désireux de la voir tomber. Sous cette lumière rouge, elle est devenue à la fois guerrière et témoin. Elle n'a pas seulement exposé les scandales des célébrités, elle s'est exposée à l'antenne. Elle a avoué ses luttes contre la toxicomanie, ses fausses couches, son chagrin d'amour. Elle ne cherchait pas la pitié, elle revendiquait la vérité. Les tragédies même qui ont failli la détruire sont devenues le fondement de son empire. Son microphone était à la fois un bouclier et une épée. Chaque confession saignait. Chaque cicatrice est devenue une écriture sainte. Les auditeurs ont trouvé en elle non pas la perfection, mais la permission d'être imparfait, d'être bruyant, d'être humain. Sa douleur est devenue communautaire, sa résilience contagieuse. J'ai trouvé ma vocation dans une cabine où personne ne pouvait me voir, a-t-elle réfléchi plus tard, seulement m'entendre. Et pourtant, cet anonymat l'a rendue inoubliable. De la station insulaire isolée au chaos rugissant de New York, elle s'est battue pour chaque pouce d'espace que sa voix occupait. Elle a construit son empire non pas à partir de privilèges ou de chance, mais à partir de persévérance, à partir de l'épave de la honte, à partir de l'humiliation d'être réduite au silence, à partir de l'audace de se relever. À la fin des années 1990, Wendy Williams avait transformé ses blessures les plus profondes en son arme la plus puissante. La fille qui tremblait autrefois sur une balance de salle de bain en commandait maintenant des millions. La même voix à qui on avait dit de se taire est devenue le son de la survie elle-même. Son parcours était plus qu'une carrière, c'était un règlement de compte. Elle a prouvé que les enfants brisés ne disparaissent pas en panique, ils se transforment en fronts orageux qui font écouter le monde. Et sous chaque titre, chaque rire, chaque scandale, une vérité a perduré. Le vrai talent de Wendy n'était pas de parler, c'était d'endurer. Elle a enseigné à l'Amérique que la douleur, lorsqu'elle est exprimée à haute voix, pouvait devenir un pouvoir, que la confession, lorsqu'elle est assez courageuse, pouvait devenir une connexion. Et que parfois, les femmes les plus bruyantes ne sont pas en colère. Elles sont juste enfin libres.
En 2008, à 44 ans, après avoir gravi les échelons des cabines de radio où sa voix était souvent mise en doute, Wendy Williams est montée sur la scène de la télévision et est entrée dans l'histoire. The Wendy Williams Show a été présenté en première en syndication nationale et l'Amérique a immédiatement ressenti l'onde de choc. Là où d'autres animateurs de jour polissaient leurs mots en sourires rassurants, Wendy était brute, directe et désarmante. Elle n'a pas seulement interviewé des invités, elle les a confrontés. Elle n'a pas seulement livré des nouvelles sur les célébrités, elle les a transformées en un rituel que des millions de personnes ont regardé chaque jour de la semaine. Son slogan « Comment allez-vous » a ricoché à travers le pays, un mélange d'impertinence et de sincérité qui a fait d'elle à la fois une amie et une provocatrice dans les salons de New York à Los Angeles. Le succès a été fulgurant, les cotes d'écoute ont grimpé en flèche, son public est devenu farouchement fidèle et Wendy elle-même est devenue un phénomène culturel. Pendant 13 saisons, elle a dominé la télévision de jour, un exploit extraordinaire pour une femme noire dans un espace historiquement fermé aux voix comme la sienne. Elle a été nommée aux Emmy Awards, a fait la couverture de magazines et a gravé son nom parmi les légendes des talk-shows américains. Pour ses fans, Wendy n'était pas seulement une animatrice, elle était une compagne, une présence familière qui disait ce que les autres n'osaient que chuchoter. Mais quoi de plus tragique que de réaliser que la candeur même qui a construit votre royaume pourrait aussi menacer de le détruire ? Dès le début, son émission a suscité la controverse. Son segment de sujets chauds, transplanté de la radio à la télévision, est devenu un paratonnerre. Elle a parlé sans filtre des célébrités, des politiciens et des personnalités publiques. Certains l'ont saluée comme courageuse, d'autres l'ont condamnée comme cruelle. La même candeur qui a fait d'elle une star l'a également désignée comme une cible. Les tabloïds ont dévoré chacun de ses mots, les critiques ont sauté sur chacun de ses faux pas. Et les médias sociaux ont transformé ses commentaires en tempêtes quotidiennes. Pourtant, Wendy n'a jamais bronché. « Je le dis comme je le pense », disait-elle souvent à son public, et elle a vécu selon ce credo. Mais chaque mot audacieux a un coût. Elle a porté le poids écrasant d'être à la fois adorée et méprisée. Parfois, au cours de la même diffusion, chaque émission était un pari, chaque titre une blessure. Et pourtant, des millions de personnes ont continué à regarder, non pas malgré l'attention, mais à cause de celle-ci. Wendy leur a donné ce que personne d'autre n'osait. La vérité non filtrée telle qu'elle la voyait, aussi désordonnée, aussi clivante soit-elle, le prix de cette vérité ne se mesurait pas seulement en critique, mais aussi en épuisement. 5 émissions par semaine, chaque épisode durant près d'1 heure, exigeait une préparation épuisante. Les scripts étaient révisés, les potins vérifiés, les invités informés, et tout cela était canalisé par la voix de Wendy. Les caméras capturaient sa présence imposante, mais elles ne capturaient pas les heures de répétition, les pieds endoloris dans les talons aiguilles ou les nerfs à vif, en sachant qu'un seul mot de travers pouvait enflammer les manchettes du lendemain. La télévision de jour n'était pas un sanctuaire, c'était un champ de bataille. Les applaudissements étaient réels, mais les flèches aussi. Au sommet de sa gloire, Wendy a enduré un torrent de rumeurs, de critiques et d'examens minutieux qui auraient écrasé un esprit moins fort. Elle n'animait pas simplement un talk show. Elle était quotidiennement jugée devant le tribunal de l'opinion publique et bien qu'elle ait parfois trébuché, elle n'a jamais abandonné son microphone. Le simple fait de se présenter, de lancer un autre « Comment allez-vous ?» avec un sourire fatigué était en soi un acte de défi. Au milieu des années 2010, The Wendy Williams Show était devenu plus qu'un simple divertissement. C'était un miroir culturel reflétant la soif de potins, de vérité et de frontières surtout floues entre les deux de l'Amérique. Pour son public, Wendy était intrépide. Pour ses détracteurs, elle était imprudente. Mais les deux camps s'accordaient sur une chose. On ne pouvait pas l'ignorer, cette dualité était sa couronne et sa croix. Plus les années s'étiraient, plus la couronne devenait lourde. Le public voyait le glamour, les perruques, les décors scintillants. Il ne voyait pas le tribut des horaires de tournage interminables, le poids des batailles d'huile d'audience, la solitude de se retirer chaque soir dans le silence après des heures de bavardage incessant.
À 53 ans, elle avait déjà résisté plus longtemps sous le feu que beaucoup de ses pairs n'avaient jamais osé le faire. Quoi de plus obsédant que de donner le rire à des millions de personnes tout en perdant lentement la force de rire soi-même? Derrière les lumières hyper vives, son corps avait déjà commencé à émettre ses avertissements. Une fatigue qu'aucun repos ne semblait guérir, des douleurs que le maquillage ne pouvait pas dissimuler, une lassitude gravée plus profondément à chaque saison. Les applaudissements rugissaient, mais ils ne pouvaient pas noyer la vérité tranquille. Même les voix les plus fortes paient un prix lorsqu'elles dépassent leurs limites. Pendant plus d'une décennie, Wendy Williams a redéfini la télévision de jour, non seulement par sa candeur, mais aussi par la force de volonté qu'il a fallu pour continuer à se tenir debout alors que tout à l'intérieur d'elle l'a pressée de s'asseoir. The Wendy Williams Show n'était pas seulement de la télévision. C'était la confession, la confrontation et la catharsis réunies en une seule. Pendant 13 ans, elle a porté le fardeau de l'honnêteté sous l'éclat des caméras, enseignant à une génération que le succès n'est jamais sans coût. Son histoire a révélé une dure leçon que si l'honnêteté peut inspirer, elle peut aussi épuiser et que même ceux qui semblent inébranlables sont toujours humains, fragiles et finis. Et c'est peut-être pourquoi son héritage perdure. Non pas parce qu'elle était sans défaut, mais parce qu'elle a montré au monde le coup caché de la vérité et le courage qu'il faut pour la supporter. Elle pouvait conquérir la scène, commander les ondes et tenir des millions de personnes dans la paume de sa main. Mais dans le calme de son cœur, Wendy Williams aspirait à quelque chose qu'aucun projecteur ne pourrait jamais lui fournir. La sécurité de l'amour, la permanence d'une maison. En 1994, à 30 ans et au sommet de son ascension à la radio, Wendy a cru qu'elle l'avait enfin trouvé. Son nom était Bertrand Bert Giraori, un homme qui semblait offrir la stabilité dont son âme agitée avait toujours rêvé. Leur mariage n'était pas un spectacle médiatique, mais pour Wendy, c'était monumental. Après des années passées sous l'éclat dur du rejet, de la controverse et de la routine implacable de la radio, elle a descendu l'allée avec un espoir fragile cousu à chaque pas. Elle ne portait pas seulement une robe, mais un rêve que cette union serait l'encre qu'elle avait recherchée depuis son enfance. Une promesse que les tempêtes à l'intérieur d'elle pourraient enfin être calmées. Dans ses premières semaines, et elle a osé croire qu'elle pouvait tout avoir. La carrière qu'elle avait construite avec le feu, et maintenant, l'amour qui pourrait stabiliser son âme, mais sous la dentelle et les vœux, une autre bataille faisait rage, une bataille qu'aucun mari ne pouvait facilement apaiser. Wendy était toujours enfermée dans un combat contre la cocaïne, une habitude qu'elle avait entretenue pendant une grande partie de ses années à la radio. De son propre aveu plus tard, elle rentrait chez elle après de longues journées à la station, non seulement fatiguée, mais aussi dépendante, tendant la main vers la drogue comme si elle était une armure contre l'épuisement et la solitude. Quoi de plus déchirant que de se tenir au seuil d'un nouvel amour tout en portant l'ombre d'une guerre privée? Elle voulait être la femme parfaite, la partenaire stable. Mais la dépendance est un intrus cruel. Elle s'infiltre dans le silence, aiguise les arguments et laisse la confiance fragile. En quelques mois, des fissures sont apparues dans les fondations de leur mariage. De petites différences, autrefois balayées dans la lueur de la cour, se sont élargies en canyons infranchissables. Les conversations se sont transformées en disputes, l'affection en distance et la chaleur qu'elle avait imaginée s'est effondrée dans la froideur. Pour une femme qui s'était battue toute sa vie pour être entendue au-dessus de la statique de la radio, le silence dans sa propre maison était insupportable. En 1995, à peine un an après avoir dit « oui », le mariage s'est complètement effondré. Ce qui avait commencé avec l'espoir s'est terminé par des papiers, des signatures et le silence, et il n'y avait pas d'enfant pour adoucir la perte, pas d'héritage commun pour les lier, seulement la finalité abrupte d'une histoire d'amour trop fragile pour durer. Pour Wendy, le divorce n'était pas seulement une fin juridique, c'était une autre cicatrice superposée à la honte silencieuse de la dépendance. Publiquement, elle portait l'éclat d'une gloire montante. En privé, elle portait le poids de 2 défaites à la fois, une dépendance non guérie et un mariage raté. La vérité la plus obsédante était peut-être celle-ci.
Alors que le monde l'a célébrée comme une voix intrépide à l'antenne, dans l'intimité de son mariage, elle se sentait sans voix, impuissante à la fois contre l'effondrement de l'amour et l'emprise de la cocaïne. Le contraste était brutal, un rappel que les victoires professionnelles ne peuvent pas protéger le cœur humain de la rupture. Pas plus que les applaudissements ne peuvent noyer les murmures d'une lutte privée. Et ainsi, lorsqu'elle a quitté son premier mariage, elle a emporté avec elle plus que de la solitude. Elle a porté la réalisation glaçante que l'amour, comme la gloire, pouvait être éphémère et que les batailles non contrôlées à l'intérieur pouvaient démêler même les vœux les plus remplis d'espoir. En un an, c'était fini. Wendy Williams avait déjà connu une fois la piqûre de l'échec, quittant son premier mariage avec rien d'autre que le silence et la douleur de la déception. Elle a juré de ne plus jamais se perdre aussi facilement. Et pourtant, alors qu'un chapitre se fermait, un autre commençait déjà. Elle a rencontré Kevin Hunter, un homme dont la confiance et la présence constante semblaient refléter son feu. Ce qui a commencé comme une étincelle dans l'ombre du chagrin d'amour s'est transformé en quelque chose qu'elle a osé croire pourrait durer. Je pensais que cette fois, ce serait différent, avouera-t-elle plus tard. Je pensais avoir trouvé mon éternité. À l'époque, Wendy était une étoile montante à la radio. Sa voix tranchante, intrépide et impossible à ignorer. La confiance de Kevin a stabilisé son énergie agitée et sa force tranquille est devenue un contrepoids à la bravade républicaine. Loin des microphones, leurs liens se sont approfondis lors de conversations tardives, de rires sans retenue et du genre d'intimité qui a donné à Wendy quelque chose dont elle avait longtemps rêvé, la stabilité, la promesse qu'elle pourrait enfin s'appuyer sur quelqu'un d'autre. En novembre 1999, à 35 ans, Wendy a descendu l'allée avec Kevin. Le mariage n'était pas un spectacle de caméras et de lumières clignotantes, mais pour Wendy, c'était monumental. Chaque pas ressemblait à une déclaration de défi selon laquelle l'amour pouvait encore fleurir après la perte. Elle portait non seulement une robe, mais aussi un rêve fragile. Que cette union serait son ancre, que la tempête contre laquelle elle s'était battue dans les cabines de radio et les appartements solitaires pourrait enfin céder la place au calme. La femme qui s'était autrefois battue si férocement pour chaque mot à l'antenne se tenait maintenant dans une robe vulnérable, sa voix se brisant seulement pour dire « oui ». À ce moment-là, Wendy croyait avoir trouvé un sanctuaire, pas un projecteur. Comme elle se le murmurait ce jour-là, « cette fois je peux expirer, cette fois je peux être en sécurité ». Pour la première fois depuis des années, elle s'est autorisée à respirer comme si l'amour lui-même pouvait être son refuge, mais même les vœux ne peuvent pas protéger un mariage des épreuves. Pour Wendy, l'épreuve ici est venue sous la forme la plus cruelle qui soit. Fausse couche après fausse couche. Chaque fois qu'elle portait la vie, elle portait l'espoir. Et chaque fois, elle a enterré cet espoir dans le silence. Quoi de plus déchirant que de plier de minuscules vêtements qui ne seraient jamais portés ou de décorer une chambre d'enfant dans votre imagination pour ne faire que passer devant une pièce vide en réalité. Plus tard, avec la candeur qui l'a rendue à la fois aimée et controversée, Wendy a admis à l'antenne « Je voulais être mère, mais mon corps ne me le permettait pas ». Ces mots l'ont mise à nu devant des millions de personnes, mais c'était la vérité qu'elle avait vécue. Des tombes invisibles gravées dans son cœur, le deuil se répétant comme un écho qui refusait de s'estomper. Elle se souvenait une fois du rituel insupportable de se réveiller chaque matin et de se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi pas cette fois ?» Contrairement à de nombreuses célébrités, elle n'a pas voilé sa tristesse. Elle l'a exprimée à haute voix, transformant la tragédie privée en confession publique. Et ce faisant, elle a donné une voix à d'innombrables femmes qui avaient enduré la même agonie silencieuse. Le deuil non exprimé est un deuil qui consume. Elle semblait enseigner à chaque phrase tremblante. Pour Wendy, la vulnérabilité est devenue à la fois sa blessure et son arme. Puis, en 2000, est venu le miracle auquel elle avait presque cessé de croire. Malgré le poids des pertes répétées, elle a donné naissance à son fils, Kevin Hunter Jr. Dans cette chambre d'hôpital, Wendy l'a bercé comme s'il n'était pas simplement un bébé, mais un pacte. Qu'après un deuil sans fin, la joie pouvait encore naître. Elle a pleuré en embrassant son front, murmurant une prière de gratitude dans ses premiers souffles. « Il est ma grâce salvatrice », a-t-elle dit plus tard.
Pour Wendy, chaque minuscule poignée de main, chaque cri de minuit, chaque maman murmurée était la preuve que l'amour, malmené bien qu'il ait été, pouvait encore donner la vie. Son fils était plus que son enfant. Il était sa rédemption, la preuve vivante que l'espoir pouvait survivre même aux pires trahisons du corps. La maternité l'a renouvelé, remplissant les creux que le chagrin avait creusés. Pendant un certain temps, le mariage lui-même a semblé plus stable, soutenu par le triomphe partagé de la vie après la perte. Ensemble, elle et Kevin ont lancé la Hunter Foundation, canalisant leur histoire en une mission, finançant des programmes de lutte contre la toxicomanie, soutenant les familles, transformant les cicatrices en services. Aux yeux du monde extérieur, il semblait inébranlable, un couple qui avait défié la tragédie et en était ressorti avec un but, transformant la douleur en une plateforme. L'animatrice glamour et son mari fidèle ne se contentaient de plus de fonder une famille, mais façonnaient un héritage. Mais derrière la façade, les ombres s'étiraient longuement. Le même homme qui lui avait autrefois tenu la main dans la salle d'accouchement en tenait maintenant une autre en trahison. L'infidélité de Kevin ne s'est pas attardée dans les chuchotements ou les spéculations. Elle a explosé dans des titres hurlants, étalés dans les tabloïds, disséqués sur les circuits de potins, même que Wendy elle-même avait autrefois dirigé. Les flashs des paparazzi ont transformé son chagrin en théâtre, les flashs figeant l'image d'une femme en train de se défaire alors qu'elle entrait dans les salles d'audience. Son désespoir privé a été présenté comme un spectacle public. Pour la femme dont l'empire était construit sur la vérité, la révélation était une blessure dégoulinant d'ironie. Elle avait dit des vérités non filtrées à des millions de personnes seulement pour découvrir que la vérité la plus importante de sa propre vie avait été enfouie sous des mensonges. La douleur ne s'est pas arrêtée à son cœur. Kevin n'était pas seulement son mari, mais aussi son manager, son partenaire commercial, le co-architecte de chaque contrat, de chaque émission, de chaque œuvre de charité. Sa trahison n'était pas seulement la rupture des vœux, c'était le démantèlement d'un monde entier qu'elle avait passé des décennies à construire, des contrats déchirés, la Hunter Foundation dissoute, et avec elle l'illusion de l'unité. Et lorsque le règlement du tribunal est arrivé, le coup a été plus profond. Kevin est reparti avec des concessions financières, tandis que Wendy a été laissée pour maintenir le spectacle en son nom. Elle avait gardé son empire, mais à un coût qui ressemblait à du sang. Pour Wendy, ce n'était pas seulement un chagrin d'amour, c'était un tremblement de terre, réduisant à la fois sa maison et son empire en ruine. En 2019, après 20 ans de mariage, elle a demandé le divorce. Début 2020, la séparation était finalisée. Dans une salle d'audience remplie de caméras, la main de Wendy a tremblé alors qu'elle signait les papiers qui mettaient fin à un quart de siècle de rêve. 2 décennies anéanties par un seul titre. Je pensais vieillir avec lui, je pensais que nous serions ensemble pour toujours, avouera-t-elle plus tard. Dépouillée de sa bravade habituelle, ses mots ont coupé plus fort que tous les potins qu'elle avait jamais diffusés. Ce n'était pas un segment de sujet frais chaud. C'était sa vie qui se désintégrait sous les projecteurs les plus impitoyables de tous. Pour Wendy, le divorce n'était pas simplement la rupture d'un lien. C'était l'enterrement d'un rêve qu'elle portait depuis 25 ans. Elle a perdu non seulement un mari, mais aussi un collaborateur, un confident et la fragile croyance que l'amour pouvait être son sanctuaire. L'ironie était impitoyable. La femme qui avait rempli les après-midi de l'Amérique de rire retournait maintenant chaque soir au silence. Les murs qui résonnaient autrefois de conversations et des projets partagés d'une famille appuyaient maintenant avec le vide, chaque ombre rappelant que l'éternité avait une date d'expiration. Et sous les titres se cachait une blessure encore plus profonde. La douleur d'une mère qui ne pouvait pas préserver une maison entière pour son enfant. Kevin Jr. était presque adulte, mais Wendy portait la pensée tourmentante qu'il avait regardé leur famille se fracturer en temps réel. Ces étapes importantes assombries par la trahison et la perte. Elle a une fois admis en privé « Je voulais qu'il ait ce que je n'ai jamais eu, une maison qui reste entière, et je n'ai pas pu la lui donner. » C'était la coupure qu'aucune caméra ne pouvait capturer, la culpabilité d'une mère dont les triomphes acquis en public ne pouvaient pas protéger son fils, des cicatrices privées. Pourtant, même dans les ruines, une lumière est restée. Son fils lui-même. À travers l'amertume des titres et le chaos des salles d'audience, il est devenu son encre.
La preuve vivante que tout ce qui est né de cette union ne s'était pas transformé en poussière. Pour Wendy, il n'était pas seulement son enfant, mais son salut. Le rappel inébranlable que même au milieu de la trahison, quelque chose de pur et de durable pouvait survivre. La leçon était cruelle, mais claire. La gloire peut amplifier l'amour, mais elle peut tout aussi facilement magnifier la trahison. La richesse ne peut pas acheter la fidélité, le succès ne peut pas protéger le cœur, et les enfants, bien que résistants, portent les cicatrices les plus silencieuses lorsque les maisons s'effondrent. Le deuxième mariage de Wendy a été à la fois son plus grand triomphe et sa blessure la plus profonde. Triomphe parce qu'il lui a donné le miracle de la maternité. Blessure parce qu'il a brisé sa confiance à la fois dans l'amour et dans le partenariat. Et pour des millions de spectateurs, son histoire murmurait une vérité qui donne à réfléchir. Que les applaudissements peuvent nous célébrer, mais ils ne peuvent pas nous sauver des trahisons les plus proches de nous. Au moment où l'encre a séché sur les papiers de divorce en 2020, Wendy s'est tenue marquée, mais non brisée. Elle avait perdu un mari, un manager, une partie de la fortune qu'elle avait construite et l'illusion de l'éternité. Mais elle ne s'était pas perdue elle-même. Son héritage portera à jamais non seulement le rire qu'elle a suscité, mais aussi les larmes qu'elle a endurées, et c'est peut-être l'écho le plus obsédant de son histoire. Elle a construit un empire sur l'honnêteté seulement pour être anéantie par des mensonges. 2 décennies d'amour et avec un seul titre, il a disparu comme de la fumée avalée par le vent. Si la trahison avait laissé son cœur fissuré, la perte qui a suivi l'a complètement brisé. En 2020, quelques mois seulement après que l'encre ait séché sur son divorce, Wendy Williams a subi un autre coup impitoyable. La mort de sa mère, Shirley Williams. Ce n'était pas simplement du chagrin, c'était la dévastation superposée à la dévastation. Une blessure dans une blessure qu'aucun applaudissement ne pouvait noyer. Shirley n'était pas seulement sa mère, elle était aussi son ancre, sa boussole, la force tranquille qui l'a stabilisée à travers les tempêtes de rejet, de dépendance et de gloire. La perdre à un moment aussi fragile, alors que Wendy était déjà chancelante après l'effondrement d'un mariage de 20 ans, c'était sentir le sol se dérober complètement sous ses pieds. « C'était comme si le fond de ma vie s'était effondré », a-t-elle murmuré plus tard. Sa bravade habituelle s'est dissoute dans un silence trop lourd pour être masqué. Le timing n'aurait pas pu être plus cruel. Le monde extérieur a combattu ses propres troubles, mais le monde personnel de Wendy est tombé dans l'ombre. Elle se retirait déjà de la télévision, sa santé défaillante et ses luttes pour les privés s'intensifiant. Lorsque l'appel est survenu que sa mère était partie, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le moment où l'épuisement s'est transformé en effondrement. Aux funérailles, vêtue de noir et cachée derrière des lunettes sombres ombres, Wendy n'était pas l'animatrice éblouissante, mais une fille en deuil serrant des mouchoirs au lieu de cartes. Les caméras ont capturé son arrivée, mais aucune lentille n'a pu capturer le cri creux à l'intérieur de sa poitrine. Pendant des semaines, elle a bougé comme un fantôme. La femme qui avait autrefois électrisé les après-midi de l'Amérique avec sa candeur était maintenant assise creuse, fixant des chaises vides où sa mère s'était autrefois assise à un téléphone qui ne porterait plus jamais la voix de sa mère. Son appartement, rempli de trophées scintillants de succès, était plus froid que n'importe quel couloir de coulisses. La gloire pouvait lui apporter des fleurs, mais pas la main de sa mère. Ce qui rendait la perte insupportable, ce n'était pas seulement la mort elle-même, mais sa solitude. Wendy avait toujours vécu sa vie à haute voix, partageant des fausses couches, des trahisons et même la dépendance avec des millions de personnes. Mais le deuil de cette ampleur n'est pas quelque chose que même les lumières de studio les plus vives peuvent exposer. Seule, elle a rejoué des souvenirs comme de fragiles bobines de films. La main douce de sa mère la guidant enfant, ses doux conseils chuchotés avant le début de l'émission, l'amour inconditionnel qui avait survécu à chaque scandale, et maintenant, tout cela n'appartenait qu'à la mémoire. L'ironie était brutale. Tout comme elle a perdu son mariage, son partenaire dans la vie et les affaires, elle a perdu sa mère, la partenaire de son âme. Une trahison l'avait laissé se battre pour la dignité, l'autre l'a laissé se battre pour se tenir debout. Une mort l'a laissé se battre pour la santé mentale. Ensemble, ils ont creusé un creux à l'intérieur d'elle qu'aucune cote d'écoute, aucune fortune, aucun applaudissement ne pouvait combler.
Pour Wendy, l'effondrement de l'amour et le silence de la perte n'étaient pas des tragédies distinctes, mais une seule symphonie cruelle d'absence. Son émission a continué à boiter, mais son cœur ne le pouvait pas. Les fans l'ont vu faiblir, ses yeux s'embrouiller au milieu d'une fournie phrase, son rire sonnant plus mince qu'avant. Derrière les perruques, les décors lumineux et les slogans se tenaient non pas une reine de la conversation, mais une fille sans fondation sur laquelle s'appuyer. « Je n'étais plus moi-même », a-t-elle admis, des mots dépouillés de toute performance, portant plus de poids que n'importe quel monologue qu'elle ait jamais prononcé. La leçon du décès de sa mère n'était pas une leçon qu'elle avait jamais souhaité enseigner, mais elle s'est gravée dans son histoire. Peu importe la hauteur à laquelle la gloire vous élève, elle ne peut pas vous protéger de la vérité la plus universelle de la vie. Qu'un jour, les personnes qui ont façonné votre être même partiront, et quand ils le feront, aucun empire, aucun héritage, aucun tonnerre d'applaudissements ne pourra remplacer le confort tranquille de l'étreinte d'une mère. Pour Wendy, la mort de Shirley n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais le tournage d'une page qu'elle n'avait jamais voulu lire. Le divorce l'avait laissée seule. Perdre sa mère l'a laissée détachée, et alors qu'elle s'éloignait de plus en plus des projecteurs, sa retraite n'était pas seulement de la télévision, mais de l'illusion que la force signifie l'invincibilité. La vraie force, elle allait le réaliser, n'est parfois rien de plus que le courage de continuer à respirer avec un cœur brisé. Comme si la trahison n'avait pas déjà fracturé son esprit et le deuil n'avait pas creusé son cœur, Wendy Williams s'est bientôt retrouvée à combattre un ennemi encore plus impitoyable, son propre corps. Pendant des décennies, sa voix avait été son empire, l'épée et le sanctuaire à travers lesquels elle a conquis les cabines de rime, les cabines de radio et régné sur la télévision de jour. Mais à la fin des années 2010, ce même corps a commencé à se révolter. Chaque symptôme, un autre rappel cruel qu'aucune couronne, aucune gloire, aucune fortune ne peut faire taire le tic-tac de la mortalité. La première rupture est survenue à un moment qui semblait écrit pour l'horreur, mais qui était cruellement réel. Halloween 2017. Déguisée en statue de la liberté, la silhouette imposante de Wendy, si souvent inébranlable, a soudainement vacillé. Ses yeux se sont agrandis, la panique s'est figée sur son visage peint avant qu'elle ne s'effondre en direct à l'antenne. La caméra a tout capturé, le tissu de son costume vert se froissant sous les projecteurs de la scène, le halètement silencieux de millions de personnes regardant à la maison. En quelques minutes, elle est revenue, insistant sur le fait qu'elle allait bien. Son sourire s'est étiré comme un masque, mais l'image a persisté, gravée dans la mémoire. Pour le monde, c'était une télévision choquante. Pour Wendy, c'était le son d'une cloche. Le moment où la reine de la conversation a réalisé que son trône tremblait sous elle. Derrière les perruques éblouissantes et les décors scintillants, elle menait une guerre silencieuse. La maladie de Graves, une maladie auto-immune qui attaque la thyroïde, drainait sa force, pliait son humeur et tordait le rythme de son corps contre elle. « Ma thyroïde est un problème depuis des années », a-t-elle admis franchement à son public. « Parfois, elle prend le dessus sur moi. » Mais sa candeur a à peine effleuré la surface du tourment, des nuits d'épuisement agitées qu'aucun sommeil ne pouvait donc guérir. Un gonflement que même le fond de teint le plus épais ne pouvait pas dissimuler. Des mains qui avaient autrefois gesticulé avec autorité tremblaient maintenant lorsqu'elle tenait ses fiches Q, la trahissant de la manière la plus publique qui soit. Chaque diffusion est devenue non pas simplement une performance, mais un duel entre son esprit et son propre corps défaillant. Et puis, en mai 2020, est survenu l'effondrement qui a complètement anéanti la scène. Cette fois, il n'y avait pas de caméra, pas de public, pas de projecteur de studio pour encadrer le moment. Dans le silence de sa maison, Wendy a été retrouvée inconsciente, sa survie dépendait de multiples transfusions sanguines, sa vie réduite à un rythme fragile résonnant uniquement par le bip incessant des moniteurs d'hôpital. Il n'y avait pas de slogan, pas d'applaudissements, seulement le sifflement stérile de l'oxygène et la terreur silencieuse de la mortalité qui pesait. Pour une femme qui avait autrefois vécu sous les projecteurs, c'était une descente dans les ombres les plus sombres. C'était plus qu'un effondrement, c'était un effaceur. Le rappel cruel que même les légendes peuvent en tomber non pas devant des millions de personnes, mais seules. Cette nuit a marqué un tournant.
Ce qui avait été autrefois de l'épuisement est devenu une crise. Ce qui avait été autrefois une crise est devenu une retraite. Et pour Wendy Williams, la reine de la candeur, la voix qui avait porté son empire, c'était le moment où elle a compris. Son plus grand adversaire n'était plus le scandale ou la trahison, mais le corps fragile qui ne pouvait plus supporter le poids de sa couronne. Et pourtant, le tourment ne s'est pas arrêté là. Il n'a fait que s'alourdir. Wendy a révélé qu'elle se battait maintenant contre un lymphoédème, une maladie chronique qui laissait ses jambes douloureusement enflées, trahissant le corps même qu'il avait autrefois porté à travers les scènes avec feu. Autrefois, ses jambes se pavanaient en talons aiguilles, sa démarche défiante, sa présence imposante. Maintenant, elles étaient liées quotidiennement dans des enveloppes de crocs de compression, attachées à une machine pendant 45 longues minutes à la fois, forçant la circulation là où son corps ne pouvait plus la maintenir. « Je ne peux plus porter de talons comme avant », a-t-elle admis, sa candeur se brisant sous le poids du chagrin. C'était plus que de la vanité, c'était l'identité. Pour une femme dont le pouvoir avait toujours été inséparable de la scène qu'elle commandait, chaque pas est devenu un rappel que même se tenir debout était maintenant une victoire arrachée à la défaite. À partir de 2021, sa chaise est restée vide plus souvent que remplie. Des animateurs invités ont fait des rotations, leur voix résonnant là où la sienne pleuvait autrefois. Le rituel qui avait défini sa vie, 5 jours par semaine, 1 heure par jour, s'estompait, réduit à des apparitions éparses. Et puis, 20 juin 2022, le jour où le rideau est tombé. The Wendy Williams Show a diffusé son dernier épisode. Les caméras ont tourné, les crédits ont défilé, mais la femme dont le nom était gravé dans le titre n'est pas sortie pour dire au revoir. Au lieu de cela, sa chaise est restée vide, silencieuse. Un monument plus puissant que n'importe quel discours d'adieu. Pour des millions de personnes qui avaient regardé pendant plus d'une décennie, le message était dévastateur. La voix qui avait rempli leurs après-midi avait disparu. Si la maladie l'avait privé de son énergie, le système juridique l'avait privé de son autonomie. Plus tard en 2022, un tribunal new-yorkais a placé Wendy sous tutelle financière, déclarant qu'elle ne pouvait plus gérer ses propres affaires. Pour une femme qui avait bâti son empire sur l'indépendance, sur le fait de parler sans permission, c'était un deuxième exil, la reine de la conversation qui a autrefois confronté des célébrités et des politiciens sans hésitation, a maintenant sa vie dictée par des papiers signés par d'autres. Pour ses fans, c'était impensable. Pour Wendy, c'était anéantissant, le silence non pas d'une voix, mais de la liberté elle-même. Et puis, en 2024, le coup le plus cruel de tous. Les médecins ont révélé qu'elle se battait contre l'aphasie primaire progressive, APP, et la démence frontotemporale, DFT. Pour la femme qui avait bâti un empire sur les mots, ce n'était pas seulement une maladie. C'était une ironie cosmique. L'APP supprime lentement le langage, démêlant la capacité de parler, de comprendre, d'exprimer. La DFT corrode le jugement, l'identité et le comportement, réduisant les esprits les plus vifs à des ombres d'eux-mêmes. L'animatrice qui se penchait autrefois en avant et demandait à l'Amérique « Comment allez-vous ?» avec feu a maintenant du mal à terminer ses propres phrases. La voix qui avait été sa couronne était volée syllabe par syllabe. Un vol effectué au ralenti. Quoi de plus brutal que de voir une femme qui a donné toute sa vie à la communication perdre le don même qui la définissait. Chaque pause, chaque phrase brisée n'était pas seulement un symptôme. C'était une tragédie qui se déroulait en temps réel. Et pourtant, fidèle à son esprit, Wendy ne s'est pas évanouie en secret. Elle a permis au monde de savoir, transformant même son silence en un dernier acte de candeur. Dans cet acte, elle a rappelé à des millions de personnes que la dignité n'est pas l'absence de douleur, mais le courage de l'affronter ouvertement. Les leçons gravées par sa souffrance étaient impitoyables, mais indéniables. L'argent ne peut pas acheter la santé, les applaudissements ne peuvent pas noyer la douleur, la gloire ne peut pas protéger la chair de la fragilité. La chute de Wendy n'était pas due à un scandale, ni à un manque de talent, mais à la trahison silencieuse de son propre corps, un rappel que même les voix les plus fortes sont mortelles. Et même les empires s'effondrent lorsque le corps refuse de suivre l'esprit. Et pourtant, dans les ruines, une lumière est restée. L'histoire de Wendy, même dans la maladie, est devenue un miroir pour des millions de personnes qui luttent contre leurs propres batailles invisibles.
La preuve que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de force plus profonde. Chaque apparition rare, aussi fragile qu'elle paraisse, portait le défi d'une femme unwilling de disparaître tranquillement. Son héritage n'est plus seulement le rire qu'elle a suscité, les titres qu'elle a commandés ou les controverses qu'elle a déclenchées. C'est aussi la résilience qu'elle a incarnée quand tout le reste a été pris. La femme qui se tenait autrefois en talons hauts, qui a transformé les potins en évangile et la confession en culture, enseigne maintenant une dernière leçon. Que la force ne se trouve pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se tenir brisé devant le monde et d'oser continuer à vivre. Pour Wendy Williams, la tragédie de la maladie est indéniable, mais l'inspiration l'est tout autant. Elle a donné sa voix au monde. Et bien que la maladie ait essayé de la faire taire, l'écho demeure. Il persiste dans chaque slogan, chaque confession candide, chaque vie qu'elle a touchée. La preuve que l'honnêteté, même fracturée, même affaiblie, peut encore guérir, encore enseigner et encore perdurer au-delà du silence. Au crépuscule d'une carrière qui a autrefois brûlé d'un feu imparable, Wendy Williams vit maintenant une vie loin des lumières aveuglantes des studios de télévision. Autrefois la reine inébranlable des talk-shows de jour, elle est aujourd'hui une femme naviguant dans une santé fragile, une liberté qui s'estompe et le poids incessant de la mémoire. Et pourtant, même ici, dans les couloirs tranquilles de son présent, son histoire continue d'avoir de l'importance. Peut-être plus que jamais, Wendy a autrefois vécu dans un vaste manoir à Livingston, dans le New Jersey, une maison qu'elle a partagée avec Kevin Hunter avant l'effondrement de leur mariage. Elle a plus tard échangé ce domaine contre les tours de verre élégantes de Manhattan, où son appartement de grande hauteur offrait une vue imprenable sur une ville qu'elle avait conquise. Pendant un certain temps, elle a également conservé une résidence à Miami, la retraite scintillante où elle espérait trouver la paix au soleil. Mais la vie a changé. Aujourd'hui, sous tutelle financière imposée par le tribunal, bon nombre de ses propriétés ont été vendues, les décisions prises non pas par Wendy elle-même, mais par d'autres chargés de gérer ses affaires. Ce qui reste n'est pas l'étendue de son portefeuille immobilier, mais la réalité austère d'une femme qui a autrefois dirigé un empire et se retrouve maintenant confinée non pas par des murs, mais par les circonstances. Autrefois estimée à 40 millions de dollars, la valeur nette de Wendy a diminué. Les batailles juridiques, les coûts de santé et l'effondrement de son émission l'ont laissé avec une fraction de sa fortune antérieure. Les rapports estiment maintenant sa richesse entre un demi-million et 1 million de dollars. Pourtant, l'argent n'a jamais été pour Wendy la mesure ultime de son succès. Elle chérit toujours les symboles tangibles de son dur labeur. Sa célèbre collection de plus de 300 perruques, chacune une couronne à part entière. Ses étagères bordées de sacs à main de créateurs de Birkin à Chanel. Ses chaussures, autrefois des talons hauts qui commandaient la scène, maintenant des rappels doux amers des jours d'avant que le lymphoedème ne fasse même se tenir debout un test d'endurance. Son plus grand trésor, cependant, n'a jamais été matériel. C'est son fils unique, Kevin Hunter Jr., né en 2000 après des années de chagrin d'amour et de fausses couches. Pour Wendy, il reste sa grâce salvatrice, la preuve vivante que même à travers la trahison et la maladie, l'amour survit. Maintenant, un jeune homme traçant sa propre voie, Kevin Jr. s'est tenu à ses côtés à travers les manchettes et les visites à l'hôpital, rappelant au monde qu'au cœur de l'histoire de Wendy, il n'y a pas de scandale, mais la maternité. « Il est mon ancre », a-t-elle dit plus d'une fois. Et pour lui, elle n'est pas simplement une icône de la télévision. Elle est maman. Pourtant, la vie quotidienne de Wendy est loin d'être facile. Elle continue de suivre un traitement contre le lymphoedème, passant de longues sessions attachées à des machines de compression, ses jambes liées alors que la circulation est amenée là où elle ne s'écoulera plus naturellement. La femme qui se promenait autrefois sur les scènes en talons aiguilles scintillants mesure maintenant les victoires en pas. Chacun un acte de défi. Le diagnostic d'aphasie primaire progressive et de démence frontotemporale en 2024 a apporté un autre poids cruel, l'érosion lente de la parole, de la compréhension et de l'indépendance.
Pour une femme qui a vécu à travers les mots, c'est une cruauté cosmique. Chaque phrase fracturée, chaque pause trop longue ressemble à un vol en cours syllabe par syllabe, alors que le don même qui a construit son empire s'éloigne. Et pourtant, Wendy ne s'est pas cachée. Elle a choisi de partager son diagnostic avec le public, transformant même son silence en témoignage. Ce faisant, elle a enseigné à des millions de personnes que le courage ne se trouve pas seulement à parler fort, mais aussi à affronter ce qui ne peut pas du tout être dit. Son histoire, même maintenant, est un miroir reflétant non seulement la fragilité de la gloire, mais l'universalité de la souffrance humaine. Aucune somme d'argent, d'applaudissements ou de titres ne peut nous protéger des cruautés de la vie. Et aucun empire, aussi étincelant soit-il, ne peut éclipser l'inévitabilité du temps. Mais si la maladie l'a dépouillée de sa couronne, elle n'a pas effacé son héritage. Wendy Williams restera à jamais l'une des rares femmes et l'une des rares femmes noires à avoir dominé les talk-shows de jour en Amérique. Pendant 13 saisons, elle a redéfini ce que signifiait être candide, intrépide et sans excuse elle-même. Elle a transformé les potins en rituel culturel, la confession en catharsis. Elle a donné à son public non seulement du rire et du choc, mais aussi de la compagnie. Elle a osé dire ce que les autres chuchotaient et ce faisant, elle a écrit son nom à l'encre la plus audacieuse de l'histoire des médias. Sa vie maintenant est plus calme, plus fragile, mais non moins significative. Car dans sa souffrance, elle offre une dernière leçon. Que la force n'est pas l'absence de douleur, mais la volonté de l'endurer les yeux ouverts. Que la dignité ne se mesure pas en couronne ou en contrat, mais dans le courage de vivre visiblement, même brisé. Alors, où cela nous laisse-t-il ? Cela nous laisse non seulement avec un souvenir de l'animatrice rayonnante en perruque glamour et en talons aiguilles, criant « Comment allez-vous ?» dans les salons à travers l'Amérique. Cela nous laisse avec une vérité plus profonde que la femme derrière la couronne est humaine, fragile, finie, et pourtant dans sa candeur éternelle. Nous ne pouvons qu'espérer et prier que Wendy Williams trouve la paix dans les chapitres à venir. Que ses jours soient remplis non pas de titres et de batailles, mais de moments de confort, d'amour et de dignité. Qu'elle soit entourée de ceux qui lui rappellent sa valeur, pas en tant qu'animatrice, pas en tant que célébrité, mais en tant que femme qui a vécu fort, aimé farouchement et nous a tous appris que l'honnêteté, même lorsqu'elle est fracturée, guérit toujours. Et maintenant, chers amis, nous nous tournons vers vous. Si la voix de Wendy a autrefois rempli vos après-midi, si son rire a autrefois soulagé votre solitude, si son histoire ce soir a touché votre cœur, laissez un « j'aime » sur cette vidéo en hommage à son courage et dans les commentaires, laissez tomber un cœur. Un petit symbole d'amour, de résilience et de solidarité pour une femme qui a donné sa vie aux mots et qui nous enseigne maintenant en silence ce que signifie vraiment la force.